On commence. Ok, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce premier webinaire juridique. Toute l'équipe de service juridique de la CCI Alsace Métropole a été mobilisée auprès de toutes les entreprises alsaciennes dès l'annonce des premières mesures de confinement. Depuis début mars, nous vous accompagnons quotidiennement pour toutes les questions relatives aux dispositifs de soutien institués par le gouvernement, mais également pour toutes les questions juridiques qui peuvent se poser à vous en étroite collaboration avec nos collègues des autres directions, comme celle du commerce ou de l'hôtellerie-restauration. Nous vous proposons à partir de ce matin de vous retrouver chaque semaine sur des thématiques particulières que je vais annoncer à la fin du PowerPoint. L'objectif de ce premier webinaire est de vous accompagner au mieux à la réouverture de votre commerce et de vous apporter conseils et informations pratiques. Ce webinaire sera animé par Élise Fiorez, ma collègue responsable du service juridique, et moi-même, Stéphanie Korte, juriste, qui s'occupe également des questions franco-allemandes. Un grand merci également à notre collègue Jean-Marc Kolb, directeur économie numérique, qui est là aujourd'hui avec nous et qui gère la partie technique du webinaire. Merci à toi, Jean-Marc. Pour un meilleur déroulement, nous vous demanderons de couper les micros de votre ordinateur ou téléphone. On va enregistrer ce webinaire et faire un replay, ce qui permet aux personnes qui ne peuvent pas assister aujourd'hui de le regarder encore une fois. En vous proposant de dérouler d'abord notre présentation et ensuite de répondre à vos questions que vous pouvez noter dans la conversation du système Teams. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre parce que peut-être trop technique, on n'a pas tout de suite la réponse ou il faudrait faire des recherches, n'hésitez pas, vous pouvez faire un mail à notre service juridique. On a mis l'adresse mail dans la conversation. Vous trouvez à la fin, en dessous des liens, où on a fait un copier-coller. Ce sont tous les liens, vous trouvez, qu'on a affichés dans le PowerPoint. Ça vous permet de le retrouver facilement. Alors, les règles générales pour lutter contre le Covid-19. Nous allons, dans un premier temps, replacer le contexte réglementaire des fermetures d'établissements recevant du public en tenant compte des différentes évolutions qui ont permis pour certains d'entre vous de maintenir un minimum d'activité grâce à une réorganisation des méthodes de vente pour tenter de réaliser un peu de chiffre d'affaires et assurer la survie de votre entreprise. Le prochain slide. Je pense que quelqu'un a encore le micro allumé. En fait, on entend parler. On entend quelqu'un. Alors, on ne sait pas qui. Donc, ça ne gêne pas. Ouais. Le prochain slide. Ouais. Oui. Alors, je démarre. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Et je suis vraiment très heureuse, et je pense que Stéphanie aussi, de vous retrouver en direct pour ce premier webinaire. Ça fait du bien aussi de pouvoir parler directement à nos chefs d'entreprise et de retrouver un petit peu de lien avec eux dans cette période de confinement. Donc, pour replacer le contexte général de cette période un petit peu difficile et houleuse, voyons ce qui s'est passé depuis début mars. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 11 mai, le confinement est toujours d'actualité. Donc, en plus, nous sommes dans des départements en zone rouge, donc il faudra suivre de près l'évolution et notamment ce que va dire notre Premier ministre cet après-midi sur le déconfinement. Donc, voici juste ici un petit rappel en introduction, finalement, des textes qui vous ont obligé, vous, établissements recevant du public, à fermer depuis début mars. Donc, tout d'abord, l'arrêté du 14 mars qui prévoit l'interdiction d'ouverture pour tous les établissements recevant du public non essentiels. Cet arrêté a été complété dès le lendemain par un arrêté du 15 mars qui a élargi dans son annexe les activités pouvant rester ouvertes en totalité ou pour partie, en y ajoutant par exemple, la liste n'est pas exhaustive, mais vous la retrouvez en annexe de l'arrêté du 15 mars, les magasins de télécommunications, les commerces d'alimentation animale,
les garages, etc. Le décret du 23 mars a encore une fois réadapté la liste en précisant que les commerces de vente pouvaient réaliser des commandes et assurer le retrait. C'est bon? Ce qu'on appelle communément le click and collect. Donc, certains d'entre vous ont peut-être eu la possibilité d'exercer cette activité afin de limiter un petit peu la casse en termes de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette méthode de vente un peu particulière aujourd'hui, c'est qu'elle ne nécessite aucune démarche administrative. Donc, vous n'avez pas de modification d'objet social à faire, vous n'avez pas de formalité à accomplir auprès du centre de formalité ou auprès de votre mairie. Donc, pour ceux qui le font ou qui souhaitent continuer à le faire ou pouvoir le faire par la suite, ne faites aucune démarche administrative pour cela. Alors, au niveau local, on verra aussi si des décisions préfectorales arriveront dans la journée. Pour le moment, on n'a pas d'informations à ce sujet. Je ne sais pas si Luc en a eu, mais en tout cas, pour ma part, je n'ai pas eu d'autres informations. De ce que nous savons aujourd'hui, ce matin, donc à 11h06, de la situation à compter du 11 mai, c'est que la majorité des commerces pourront réouvrir en respectant les mesures de protection sanitaire. Ce point-là a été confirmé en fin de semaine dernière par la préfecture de notre département. En sachant que le nombre de personnes dans les magasins sera limité, on en reparlera un peu plus tard, que la distanciation physique de minimum 1 mètre entre chaque personne devra être respectée et que le personnel, bien sûr, devra être protégé. Le port du masque sera recommandé pour le personnel comme pour le client, surtout lorsque la distanciation physique ne sera pas possible. Il subsiste des cas spécifiques puisque les cafés et les restaurants ne pourront pas réouvrir dès le 11 mai. Une décision sera prise fin mai pour une éventuelle réouverture le 2 juin. Là, il faut encore patienter un petit peu. Les marchés de plein air et les halles couvertes rouvriront éventuellement à partir du 11 mai, si les distances de sécurité entre les consommateurs sont garanties, en sachant que là aussi, les maires ou les préfets peuvent revenir sur cette autorisation s'ils constatent l'impossibilité de garantir le respect des gestes barrières. Donc, dans certaines communes, les marchés pourraient rester interdits. Concernant maintenant les centres commerciaux de plus de 40 000 m², les préfets pourront décider de les maintenir fermés s'ils estiment que la zone de chalandise de ces commerces va au-delà du bassin de vie. Dans ce cas, seuls les magasins alimentaires et essentiels, déjà ouverts, situés à l'intérieur du centre commercial, pourront rester ouverts. Voilà, on passe, je reprends la parole. Merci pour le prochain slide. Comment protéger mes salariés? Alors, pour une partie d'entre vous, vous avez des salariés que vous devez protéger. Quelles sont vos obligations en la matière? Pour ceux qui n'ont pas de salariés, certaines règles énoncées dans cette partie s'appliquent également à la clientèle ou à votre propre protection. Donc, le slide suivant. Donc, voyons tout d'abord l'obligation de sécurité de l'employeur. En quoi elle consiste? En vertu de l'article 4122-1 du Code du travail, qui est un article de la crise que nous connaissons, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés. En raison de la pandémie que nous connaissons, cette obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant qu'employeur, vous devez mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés. Par le biais, par exemple, d'actions de prévention sur le rappel des règles d'hygiène à respecter, des actions de communication et d'information sur les consignes édictées par le gouvernement en matière de sécurité sanitaire, par la mise en place aussi d'une organisation et des moyens adaptés, c'est-à-dire notamment l'adaptation des postes de travail des salariés qui reçoivent du public, la distribution de gel désinfectant, le télétravail pour les postes pour lesquels c'est possible. Donc, pour les établissements recevant du public, il y en a moins, c'est sûr, mais ça peut concerner les postes administratifs comme le secrétariat ou la comptabilité, par exemple. Pour
pour les salariés obligés d'être en contact avec le public, donc qui concerne la majorité des cas d'entre vous, et ce, à moins d'un mètre, ça peut arriver selon l'activité, il sera obligatoire de porter un masque. Donc, si pour vos salariés, vous n'êtes pas en mesure de faire respecter les règles de distanciation physique d'au minimum 1 mètre, vous devez leur fournir des masques. Pour, de façon générale, tous les autres salariés, en dehors de ce cas spécifique, il faudra alors assurer une rotation entre les équipes avec des horaires décalés si c'est possible, notamment par rapport aux transports en commun, pour éviter qu'il y ait un engorgement dans les transports en commun. Et donc, assurer une rotation des équipes avec des horaires décalés par rapport aux horaires de pointe. Voilà pour la protection générale qui peut être mise en place pour les salariés. Donc, les postes de travail avec un accès direct au public sont protégés et identifiés. Par ailleurs, les consignes qui sont relatives aux gestes barrières et à la distanciation devront être affichées. Un certain nombre d'affiches ont été créées et mises en libre disposition pour les entreprises et notamment les commerces. On en reparlera un peu plus tard quand on abordera la partie accueil des clients. En tout cas, elles sont téléchargeables et gratuites à partir du site qu'on vous indiquera par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les informations qu'on vous donne aujourd'hui ne seront peut-être pas les bonnes la semaine prochaine. La situation évolue chaque jour et les mesures gouvernementales également. Donc, il est vraiment important pour tous de suivre toutes les modifications et les mises à jour qui peuvent être faites concernant votre secteur d'activité sur le site du gouvernement, mais également sur la page commerce, la page Facebook commerce CCI Alsace Métropole, dont Luc parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas qui est mise à jour pour toutes les dispositions nationales et locales qui concernent les activités commerciales. Ensuite, pour les entreprises de plus de 50 salariés, les documents, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais en tout cas, il faut quand même le préciser, les documents tels que le règlement intérieur et le document unique doivent être mis à jour après consultation des représentants du personnel. C'est un point important puisque l'entreprise Carrefour a été condamnée pour cela, pour ne pas avoir informé les représentants du personnel, consulté les représentants du personnel par le tribunal judiciaire de Lille. Donc, si vous êtes concerné, que vous avez plus de 50 salariés et que vous devez mettre à jour ces documents, n'oubliez pas de consulter les représentants du personnel. En pratique, et là pour toutes les entreprises, chaque employeur devra adopter les mesures sanitaires en fonction de son activité et des moyens dont il dispose. Il devra faire preuve d'inventivité et favoriser le dialogue social afin d'éviter les situations anxiogènes pour ses salariés et lui-même. Le chef d'entreprise doit donc procéder à une évaluation des risques précises encourus sur les lieux de travail qui peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer. Vous pouvez alors réaliser un diagnostic physique en identifiant les endroits à risque, en envisageant la réorganisation des locaux et les règles de circulation, mais aussi un diagnostic opérationnel en listant les services ou les postes de travail indispensables à la reprise de votre activité. Alors, il y a différents outils qu'on a essayé de répertorier qui peuvent vous être utiles, qui ne sont pas obligatoires pour vous, mais en tout cas qui pourraient vous aider à pouvoir réfléchir à cette réorganisation, à cette reprise d'activité. Il s'agit notamment du plan de continuité d'activité. Ce plan a été développé lors de l'épidémie H1N1 de 2009, mais il est toujours d'actualité et il est tout à fait utilisable. Donc, vous le retrouvez dans une circulaire. Donc, vous avez le lien. Ah non, le lien n'est pas encore mis. Il faudrait le mettre. Du coup, je vous le mettrai dans la conversation. Donc, le lien vers la circulaire. Ah, si vous l'avez sur le… Non, vous ne l'avez pas sur le slide. Donc, je vous le mettrai dans la conversation puisque vous pouvez trouver en annexe sur ce document un exemple de plan de continuité d'activité qui pourrait vous servir de guide, en fait, pour la reprise. Le gouvernement a également constitué des fiches conseils. Alors peut-être que certains d'entre vous y ont déjà accès ou les ont déjà regardées, qui sont consultables sur le site travail.gouv.fr. Vous avez le lien sur le slide, on va vous en montrer une tout de suite. Ces fiches sont très importantes, elles retracent toutes les consignes que vous devez respecter pour vos salariés, vos clients et vous-même.
et elles seront très utiles par la suite, on verra pourquoi. Donc, Jean-Marc, si tu arrives à ouvrir le lien qui figure sur le slide d'avant. On va voir si ça marche. Apparemment, il y a un souci. Hein. Ah, ça ne marche pas. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'était juste pour qu'on puisse visualiser ensemble une fiche, mais vous pouvez les consulter. Elles sont très accessibles. Vous avez toute la liste sur travail.gouv.fr et à partir du lien qui figure sur le slide. Donc, je vous invite vraiment à consulter ces fiches, même si on ne peut pas les voir visuellement aujourd'hui. Ça, c'est pas un souci. On réessaye encore une fois. Ouais. Apparemment, objet introuvable. Alors, ils ont peut-être déplacé la fiche. Hein. Il faudra qu'on... Ah, peut-être. Bon, on va regarder. Sinon, vous pouvez nous envoyer un message. On vous enverra le lien. Mais sur travail.gouv.fr, si vous tapez en moteur de recherche fiche métier, vous les retrouvez très facilement. Ou même sous Google, fiche métier travail.gouv.fr, vous les retrouvez tout de suite, en fait. Hein. C'est pas... Je propose qu'on envoie à tous les participants et inscrits un mail de récapitulation avec l'ensemble des liens qui ont été partagés. Ah, parfait. Oui, on peut faire ça. Parfait, on fera ça alors. Donc, on vous l'enverra par mail, du coup, et vous n'aurez pas besoin de chercher par vous-même. Alors, on va continuer, du coup. Alors, vous pouvez être confronté en tant qu'employeur à des salariés qui ont peur de revenir au travail, de reprendre une activité. Il faut savoir sur le droit de retrait de ces salariés. Le droit de retrait est prévu par les articles 4131-1 et suivants du Code du travail et il peut s'exercer lorsque le salarié peut légitimement penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa santé. Mais si vous, en tant qu'employeur, vous mettez en place toutes les consignes gouvernementales et notamment celles qui figurent dans les fiches conseils, les fiches métiers dont on vous a parlé juste avant, c'est pour ça que c'est très important de les consulter, le salarié ne pourrait pas exercer son retrait. Si toutefois il ne revient pas dans l'établissement, à ce moment-là, on va considérer que ce droit de retrait est abusif. Et donc, vous pourrez pratiquer une retenue sur salaire. Alors, quelqu'un a encore le micro, je pense. Si, par contre, vous n'êtes pas en mesure, vous, ça peut arriver, de mettre en place toutes les consignes gouvernementales et les consignes figurant dans les fiches métiers parce que votre local commercial n'est pas adapté à cette mise en place ou votre activité ne le permet pas, à ce moment-là, votre salarié pourrait légitimement exercer son droit de retrait s'il est en contact avec le public et que les consignes de sécurité sanitaire ne sont pas respectées. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas pratiquer une retenue sur salaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si le droit de retrait est utilisé de manière abusive par le salarié, cela ne constitue jamais une faute grave du salarié. Donc, la sanction pour faute grave ne peut pas être appliquée. Donc, la seule sanction serait la retenue sur salaire. On peut passer au slide suivant. Alors, on a vu le cas des salariés qui ont peur de revenir au travail. On peut avoir des salariés aussi qui ont été en arrêt de travail jusqu'à présent puisqu'ils avaient des enfants de moins de 16 ans qui ne pouvaient plus se rendre dans leur établissement scolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces arrêts de travail, garde d'enfants de moins de 16 ans, mais aussi ceux qui concernent les personnes qui ont des pathologies particulières qui ont été répertoriées par le Conseil de la santé ou qui sont en contact avec des personnes vulnérables, ne peuvent plus être en arrêt de travail depuis le 1er mai. À ce moment-là, ces salariés doivent être basculés dans le dispositif d'activité partielle. Et c'est donc à l'employeur de faire cette déclaration d'activité partielle. Donc, c'est bien à vous de mettre vos salariés qui souhaitent encore pouvoir rester à la maison pour ces raisons particulières, de les mettre en activité partielle. Selon le cas de figure, les démarches sont un petit peu différentes. Pour un salarié qui est en arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans, dont l'école ne rouvrirait pas, mais aussi dans le cas, puisque c'est sur la base du volontariat, les parents ne souhaitent pas
remettre leur enfant à l'école parce qu'ils considèrent que c'est un danger pour eux et pour l'enfant, à ce moment-là, les salariés n'ont pas de démarche particulière à effectuer. C'est à l'employeur de faire la demande d'activité partielle. Même si votre activité a repris et que vous avez réouvert votre magasin, vous êtes en droit de demander pour ces salariés-là la mise en activité partielle. Elle sera actée à compter du 1er mai. Même si vous ne le faites que maintenant ou à partir de la semaine prochaine, ça sera rétroactif à la date du 1er mai. Donc, pour ces salariés qui doivent garder leur enfant à la maison, il n'y a pas de formalité particulière à accomplir et pas de document justificatif à vous donner. Simplement, il est recommandé à ces salariés de vous contacter, évidemment, pour vous dire qu'ils souhaitent rester à la maison et qu'ils ne vont pas reprendre le travail. Si vos salariés ne vous contactent pas, on vous recommande bien sûr de leur poser la question par mail pour que vous puissiez vous anticiper et faire cette déclaration d'activité partielle. Du coup, les salariés seront indemnisés par l'employeur, donc par vous-même, et vous toucherez une indemnité de l'État. Pour les salariés qui ont une pathologie particulière ou qui cohabitent avec des personnes qui ont des pathologies particulières qui ont été répertoriées dans les recommandations du Haut Conseil de la santé publique. C'est une liste exhaustive. Hein. Ces salariés-là, ils avaient des arrêts de travail par le site amélie.fr et ils ont dû, donc pour ceux qui ont une pathologie figurant dans cette liste, ils ont dû recevoir automatiquement un certificat d'isolement qu'ils devront remettre à l'employeur. Donc, ils n'ont pas de démarche à effectuer sur le site amélie.fr, pardon. Ils ont dû recevoir automatiquement ce certificat. Par contre, ils doivent vous le remettre pour que vous puissiez les basculer en activité partielle depuis le 1er mai. Pour les salariés qui étaient en arrêt de travail par un médecin traitant ou un médecin de ville, à ce moment-là, ils doivent retourner chez ce médecin ou un autre médecin de ville pour qu'ils puissent leur établir ce certificat d'isolement. Donc, eux, ils ne le reçoivent pas spontanément par le site amélie.fr. C'est pareil pour les salariés qui cohabitent avec une personne vulnérable et qui étaient en arrêt de travail, placés en arrêt de travail par le médecin traitant ou le médecin de ville. Ça, qui devra leur fournir un certificat d'isolement qu'ils devront transmettre à l'employeur pour que l'employeur puisse les mettre en activité partielle. Donc là, ça concerne les salariés. Mais peut-être que vous, en tant que chef d'entreprise et travailleur non salarié, vous avez dû, vous ou votre conjoint, peut-être rester à la maison pour garder vos enfants et vous étiez en arrêt de travail. À ce moment-là, si vous voulez rester en arrêt de travail, vous devez faire la demande sur amélie.fr. En fait, pour vous, le dispositif ne va pas bouger, il restera le même. Vous devez juste réitérer votre demande d'arrêt de travail sur le site amélie.fr. Donc, ça concerne les travailleurs non salariés qui doivent eux-mêmes garder leurs enfants de moins de 16 ans, mais également ceux qui ont des pathologies qui figurent dans la liste des recommandations du Haut Conseil de la santé publique ou ceux qui cohabitent avec des personnes vulnérables. Cela concerne également les chefs d'entreprise travailleurs non salariés qui seraient enceintes et dans leur troisième trimestre de grossesse. Donc là, allez sur le site amélie.fr. On vous transmettra également le lien par mail pour que vous puissiez réitérer votre arrêt de travail. Voilà pour la partie des salariés. Et voilà, merci. Nous allons aborder à présent les aspects pratiques de la réouverture de l'établissement au public et les règles à respecter. Un grand nombre de celles applicables à la protection des salariés trouvent à s'appliquer également à l'accueil de la clientèle. Effectivement, plusieurs choses qu'on a énoncées par avant dans la protection des salariés trouvent tout à fait à s'appliquer ici pour la protection clientèle, pour l'accueil de votre clientèle et votre propre protection. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous ne devez pas oublier aussi de vous protéger puisque vous êtes également en situation de risque, en contact avec le public et que vous pouvez aussi attraper le virus. Alors tout d'abord, pour l'accueil des clients. Donc on peut passer sur le slide suivant. Donc l'accueil de la clientèle. Il faut mettre en place un affichage dans le magasin. Donc, il s'agit d'un affichage à destination des salariés, mais également des clients.
Donc, vous pouvez utiliser les affiches qui sont disponibles librement sur le site du gouvernement, dont on vous transmettra le lien, qui sont téléchargeables et que vous pouvez publier sans risque. Donc, ce sont des affiches pour le respect de consignes de sécurité et d'hygiène, mais également sur les modalités d'organisation du service, des files d'attente, les modalités de paiement préconisées, le retrait des marchandises, la possibilité de passer des commandes et par quel moyen, par téléphone, par mail ou sur le site, par exemple. Donc, n'hésitez pas à consulter ces modèles et à les imprimer pour pouvoir les mettre dans votre commerce ou votre établissement. Au niveau du marquage au sol, il va permettre de visualiser et de faire respecter les règles de distanciation minimum d'1 mètre. Pour la désinfection des mains des clients et du personnel. Donc, pour le personnel, on n'a aucun doute. Hein, toute personne salariée qui sera en contact avec le public devra pouvoir avoir la possibilité de se laver les mains ou de se désinfecter avec du gel désinfectant entre chaque client, notamment pour les salariés qui seront en caisse. Mais vous pouvez aussi prévoir cela pour vos clients. Donc, dans les commerces, par exemple, comme l'habillement ou les librairies, bouquineries ou d'autres commerces où les clients ont besoin de toucher la marchandise, pourquoi ne pas leur permettre de se désinfecter les mains dès l'entrée dans le commerce ou juste avant de pouvoir toucher la marchandise? Puisque à partir du moment où ils vont toucher la marchandise, on le verra un peu plus tard pour l'habillement, les produits doivent être mis en quarantaine. Donc, en termes de gestion pour vous, ça peut être très compliqué. Pour la gestion du nombre de clients, maintenant, un protocole de déconfinement a été publié par le gouvernement. Dans ce protocole de déconfinement, on va trouver la formule applicable sur la gestion du nombre de personnes dans les locaux commerciaux. Alors, quelle est cette formule? Je vais essayer de la résumer de manière claire. Vous allez prendre la surface totale de votre local commercial. Cette surface totale du local commercial, c'est la surface de vente en fait. Hein. Donc, vous n'allez pas prendre en compte tout ce qui est entrepôt, stockage, local de stockage. Donc, votre surface totale de vente à laquelle vous allez retirer la surface utilisée par les rayons et les présentoirs. Là, vous allez trouver ce qu'on appelle la surface résiduelle. Cette surface résiduelle, vous allez la diviser par 4. Le nombre que vous allez obtenir sera le nombre maximum de personnes qui peuvent être en même temps dans votre local commercial. Donc, par exemple, si on obtient une surface résiduelle de 100, qu'on divise par 4, ça veut dire que 25 personnes au maximum peuvent être en même temps dans votre local commercial. Mais attention, dans ces 25, on va compter vous, les salariés et les clients. Ça vous permettra de pouvoir gérer votre flux de clientèle possible en même temps dans votre commerce. Si vous avez des caisses et donc des files d'attente et que vous considérez que ce chiffre est trop élevé, bien sûr, vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez tout à fait la possibilité de réduire ce chiffre pour l'adapter au fonctionnement de votre commerce. Donc, vous pouvez appliquer un coefficient de réduction, c'est ce qu'on appelle techniquement, mais ça veut dire que vous pouvez diminuer ce nombre en fait. Hein. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous devez éviter absolument les files d'attente, les zones d'attente sur les trottoirs, puisque là, vous ne serez pas en mesure de faire respecter les règles de distanciation et du coup, ça sera très négatif par rapport aux consignes sanitaires. Et également, éviter les effets de goulot à l'entrée et à la sortie de votre magasin, ou alors devant les ascenseurs, si vous avez des ascenseurs dans votre commerce. C'est pourquoi il est très important, il est vraiment très utile de faire tourner les équipes de salariés pour éviter que vous ayez trop de salariés en même temps, en plus des clients dans votre commerce. En fait. On peut passer au slide suivant. Alors, au niveau de l'aménagement du magasin, donc on a des consignes à respecter et ensuite, c'est plutôt des conseils pratiques. Donc, dans les fiches conseils qu'on vous a présentées tout à l'heure, vous avez beaucoup de détails sur le mode d'organisation des magasins. On vous renvoie également sur les sites des fédérations professionnelles ou des syndicats professionnels qui ont aussi publié un certain nombre de choses et dont certaines fédérations ont mis en place des protocoles qui ont été ou qui sont en cours d'agrément par l'État. Donc,
du coup, qui auront une valeur supplémentaire si vous êtes amené à les respecter. Donc voilà, néanmoins, quelques conseils pratiques qu'on a triés et qu'il conviendra d'adapter, bien sûr, en fonction de votre activité. Donc, en premier lieu, il est préférable de préparer les vitrines en dehors des ouvertures au public. Il faut adapter, du coup, les horaires d'ouverture au public. Vous pouvez les restreindre, mais si vous restreignez ces horaires d'ouverture au public pour pouvoir organiser votre roulement par équipe, il faut savoir que vous prenez le risque d'avoir un plus grand nombre de personnes, de clients dans votre magasin en même temps. Donc, il faut essayer de concilier la réduction des horaires d'ouverture avec le nombre maximum de personnes présentes dans le commerce. Vous devrez aussi préciser le sens de la circulation. Donc, cela peut être fait avec des flèches collées au sol ou sur les meubles et murs en réorganisant le mobilier pour ne pas permettre les demi-tours. En fait, il faut éviter qu'un client puisse faire demi-tour et croiser en face à face un autre client qui, lui, respecterait le sens de la circulation. Il faut préserver les salariés en imposant une distanciation entre la caisse et le client ou une vitre protectrice en plexiglas, par exemple, quand c'est possible. Il faut laisser aux salariés en charge de l'encaissement un masque et du désinfectant, lui permettant de se nettoyer les mains entre chaque client, chaque encaissement, en fait, nettoyer la caisse et le terminal bancaire qui va être touché par les clients, forcément, quand ils vont insérer leur carte et taper le code de la carte bancaire. De même, pour les commerces où les clients touchent les produits, donc l'habillement, le livre, il y en a plein d'autres. Nous, on a pris ces exemples-là parce qu'ils nous semblaient très concrets, en fait. Il faut soit interdire de toucher les produits, ce n'est pas toujours possible. Parfois, le client a besoin de toucher les produits justement pour pouvoir les acheter. Et dans ce cas-là, il faut inviter les clients à se désinfecter les mains dès l'entrée dans le commerce. Il faut aussi désinfecter les cabines entre chaque client et prévoir éventuellement des consommables comme des lingettes désinfectantes pour les clients, ainsi qu'une poubelle à double sac. La poubelle, il faudra ensuite la mettre dans un lieu sécurisé avant de la jeter dans la benne pour qu'elle puisse avoir eu le temps d'être décontaminée, en fait. La mettre en quarantaine, ce qu'on appelle la mettre en quarantaine. Il faut prévoir un espace dédié aussi pour le retrait des commandes, si vous laissez cette possibilité-là à vos clients, avec éventuellement une propre caisse ou une propre file, voire une propre entrée si c'est possible, ce n'est pas toujours possible, pour éviter le croisement des fils et organiser des retraits sur rendez-vous. Au niveau des modalités de paiement, ok, Luc. Au niveau des modalités de paiement, ils sont à privilégier. Donc, le paiement sans contact, bien sûr, mais c'est seulement jusqu'à 50 €. Donc, ce n'est pas adapté à tous les produits. Le paiement carte bleue. Le paiement en espèces, il faudrait prévoir une sous-coupe pour éviter que le vendeur qui est à la caisse soit amené à toucher les mains du client. Parce que quand on fait un paiement en espèces, on peut se toucher un peu les doigts. Donc, pour éviter ça, il faudrait prévoir une sous-coupe qu'on peut désinfecter entre chaque client. Et ça permet aux vendeurs, aux salariés ou vous-même de ne pas toucher la main du client, de pouvoir mettre cet argent dans la caisse sans avoir à toucher la caisse et ensuite de pouvoir vous désinfecter les mains après chaque encaissement en espèces. On peut changer de slide. Alors, des questions pratiques. On a pris quelques-unes. Il y a peut-être sûrement encore d'autres. Alors, est-ce que je peux refuser un client qui n'a pas de masque? Est-ce que je peux refuser le paiement en espèces? Est-ce que je peux permettre l'essayage en cabine? Et quelles sont les conditions dans les deux cas de figure, refus ou essayage? Alors, là, on souhaitait finalement attirer votre attention sur une problématique qui pourrait se poser à vous, qui est le refus de vente. Aujourd'hui, vous allez réouvrir au public, vous allez accueillir de la clientèle qui ne respectera pas forcément toujours les consignes de sécurité mises en place. Comment est-ce que vous allez pouvoir réagir par rapport à ça? Alors, qu'avez-vous le droit de faire au regard du comportement des clients? Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez refuser un client qui ne porte pas de masque à l'entrée du magasin? Le gouvernement a confirmé cette position. Donc, il a dit, le gouvernement a affirmé que les commerçants pourraient refuser un client qui n'a pas de masque
pour l'entrée dans le magasin. Par contre, ça n'a pas été publié dans un texte, pour le moment en tout cas. Donc, c'est une consigne gouvernementale, c'est une recommandation du gouvernement, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur un texte réglementaire. Donc, on vous demande de rester relativement prudent par rapport à ce qui a été énoncé. En tout cas, c'est envisagé par le gouvernement. Donc, le mieux, à mon sens, mais c'est juste peut-être du bon sens, c'est d'avoir un petit stock pour voilà, limiter l'impact commercial dans votre commerce, notamment quand vous avez un commerce étroit où les clients sont proches de la marchandise et du vendeur, qui vous permettrait de pouvoir distribuer éventuellement des masques, en sachant que là aussi, vous devez faire attention, parce que si par exemple, vous distribuez des masques qui ne répondent pas aux normes et que le client attrape ou votre salarié attrape le virus, eh bien, vous pourriez être responsable des masques que vous distribuez. Donc, vous pouvez refuser un client sans masque, mais en sachant derrière qu'on n'a pas de texte réglementaire. Pour le paiement en espèces, la situation là est plus tranchée, puisque ce paiement est prévu par le Code monétaire et financier et ne peut, en principe, il ne peut pas être refusé en principe. D'autant plus s'il s'agit de biens essentiels à la vie quotidienne, parce que ça pourrait entraîner le fait que des personnes défavorisées qui n'ont pas forcément accès aux outils bancaires, ça pourrait les priver de pouvoir s'approvisionner en biens essentiels à leur vie. Pour les biens qui ne sont pas essentiels, ça pourrait se discuter, mais en tout cas, aujourd'hui, le paiement en espèces, de par le Code monétaire et financier, ne peut en principe pas être refusé. Donc, c'est pour ça qu'on vous a recommandé d'utiliser une soucoupe pour éviter le toucher de main. L'essayage en cabine. Aujourd'hui, il n'est pas interdit, sauf publication contraire depuis hier, mais je ne crois pas. Il faut respecter néanmoins des règles d'hygiène très strictes et limiter le nombre de clients et le nombre de cabines ouvertes, parce que vous allez devoir désinfecter entre chaque client les cabines. Donc, plus vous avez un nombre conséquent de cabines, déjà plus vous prenez le risque que les clients se croisent dans les cabines, et en plus, plus vous allez avoir de cabines à désinfecter. Donc pour vous, ça va être des contraintes très lourdes. Donc du coup, il faut limiter le nombre de cabines ou limiter l'essayage, hein, si vous pouvez envisager cela. En tout cas, pour les habits qui sont essayés et non achetés, il est recommandé par la Fédération de l'habillement de les mettre en quarantaine pendant 4 heures dans un endroit isolé, identifié. 4 heures, c'est le minimum. Si le produit le permet, à ce moment-là, de les passer à la vapeur avec un désinfectant. Alors, on pourrait appliquer cette règle de quarantaine, pas la vapeur, bien sûr, mais la règle de quarantaine, à toutes les activités où les produits sont susceptibles d'être touchés. Il n'y a pas que l'habillement, en fait. Hein. Mais voilà, si des livres sont touchés, si des stylos sont touchés avant d'acheter, etc., qui nécessitent parfois un essai, à ce moment-là, il faut les mettre en quarantaine également pendant au minimum 4 heures, voire les désinfecter quand on peut les désinfecter avant de les replacer en rayon. Il est également préconisé par la Fédération de l'habillement, en tout cas, de refuser les retours de marchandises. Mais ça, on peut l'appliquer à toutes les autres catégories de produits au final. Voilà, donc pour ma part, j'ai terminé. Donc on peut passer au slide suivant. Voilà, encore quelques informations pratiques avant de passer à la partie questions. Alors, comme on a dit avec Jean-Marc, on va vous rassembler les liens des sites utiles pour vous envoyer par mail. N'hésitez pas également à aller sur notre site CCI Alsace Eurométropole qui est mis régulièrement à jour, qui a également une newsletter qui part tous les 1 à 2 jours avec des actualités. Vous pouvez toujours aussi contacter nos collègues avec lesquels on travaille étroitement, comme par exemple la direction commerce. Et là, j'ai le plaisir d'annoncer Luc David qui va vous dire 2 minutes présente ce que peut faire la direction commerce pour vous. Luc, tu dis quelques mots? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, la direction commerce est en contact direct et régulier avec les commerçants principalement, mais également avec les associations de commerçants et les élus locaux sur le territoire.
Donc, pendant ces 2 mois, nous avons principalement répondu aux questions de nos commerçants via les plateformes Grand Est et les permanences téléphoniques de la CCI. Donc, vous imaginez bien que les commerçants et les chefs d'entreprise ont posé des centaines, des milliers de questions sur les aides qui existent, les formalités, leurs problématiques personnelles, les problèmes de trésorerie. Donc, c'est très, très compliqué. On a essayé d'apporter au maximum les réponses. Par ailleurs, sur notre page Facebook Commerce SCI Alsace Eurométropole, nous avons apporté des informations régulières sur notre site. On a eu plus de 250 000 vues en moins de 2 mois, donc a priori des informations utiles et intéressantes. Donc bien sûr, nous préparons, comme les commerçants, cette reprise annoncée le 11 mai. On prépare avec nos connaissances les commerçants à bien sûr mettre en place les mesures associées aux différentes activités. On les sensibilise aussi sur la communication, évidemment, puisqu'il faut rassurer et encourager les clients à revenir. Donc la communication, Facebook, site Internet, et développer les moyens qui ont été mis en place par un certain nombre de commerçants durant ces dernières semaines, à savoir retrait de commandes ou livraison, qui a été bien utile pour dépanner les commerçants, sachant que le retrait et la livraison est possible pour tous les commerces, même ceux qui étaient fermés, en respectant bien sûr les mesures barrières. Donc aujourd'hui, nous travaillons et nous nous préparons aussi à aller au contact des commerçants, donc en fonction de nos autorisations de déplacement. Donc on a prévu une action ou des actions sous l'égide Nouvel Élan pour accompagner les commerçants dans leur reprise. Donc très rapidement, nous serons sur le terrain pour les accompagner, non seulement pour les répondre à toutes leurs questions complémentaires à ce qu'on a déjà entendu ces 2 derniers mois, mais également de vérifier avec eux si les mesures barrières sont bien respectées, très important. Les sensibiliser sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, qui est un document important pour sécuriser les salariés, mais aussi les clients. Donc, c'est quelque chose que nous devrons mettre en avant dans la sensibilisation. Et bien sûr, tout ce qui concerne la reprise de l'activité dans les prochaines semaines, sachant que la reprise ne se fera pas forcément de façon massive et rapide en fonction de la situation qui nous attend, en particulier en Alsace avec la zone rouge. Mais bien sûr, on est là, présent sur le terrain et on va continuer à accompagner nos commerçants au quotidien, sans oublier bien sûr les associations de commerçants qui ont un rôle important à jouer pour communiquer collectivement auprès des clients, des élus du terrain, comité de communes, maires, pour accompagner cette reprise et faciliter la communication vers les clients pour indiquer qui sont ouverts, comment ils sont ouverts, etc. Donc on compte sur l'élan et l'effort collectif pour cette reprise. On a également mis en place un fonds d'aide pour les associations de commerçants pour leur permettre de mener des actions collectives, d'animation, de salons, d'opérations commerciales pour là aussi accompagner donc cette reprise. Donc nous allons déployer nos capacités, nos compétences sur tout un tas de réseaux et de créneaux pour que nos commerçants puissent reprendre au mieux ce déconfinement. Super, merci Luc, c'était très bien et très complet et ça a montré aussi que la CCI Alsace Eurométropole
met en place des actions pour permettre aux entreprises de rebondir. Hein. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la possibilité de questions-réponses, j'ai encore le plaisir de vous annoncer nos prochains webinaires liés au thème de Covid-19. Le prochain, ça serait le 14 mai, c'est un jeudi, sur la question de force majeure et contrat. Une thématique vraiment l'actualité. Ensuite, on passe le 20 mai, c'est un mercredi parce que le jeudi, c'est un jour férié. On passe à la thématique comment la médiation peut apporter une solution rapide aux entreprises. Comme vous avez sûrement suivi aux tribunaux, tout est aussi confiné, fermé, bloqué. On ne sait pas comment ça va reprendre. Alors, pourquoi pas tenter la médiation à distance? La CCI a mis en place des dispositifs. Et on a aussi programmé un webinaire sur le bail commercial, qui est aussi logiquement un thème d'actualité pour les commerçants, où sûrement vous avez plein de questions, comment il faut faire, quelles sont les possibilités, comment il faut réagir auprès des propriétaires. Voilà, on touche à la fin de notre présentation. En tout cas, on est très heureuse que vous avez suivi notre premier webinaire. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous pouvez passer maintenant par la conversation, si vous n'avez pas de questions, ou si on était déjà très clair, ou si vous dites, tiens, déjà je réfléchisse un peu et la question va me venir plus tard, n'hésitez pas à envoyer un mail à notre service juridique. Vous trouvez le mail tout en haut de la conversation, et là, je vois, il y a une question qui arrive. Alors, dans l'écran de surface, tout est touché et la marchandise n'est pas mise en quarantaine. Pourquoi une telle différence de réglementation? Alors, ce n'est pas de la réglementation. La mise en quarantaine de l'habit qui est essayé ou touché, ce sont des recommandations pratiques et notamment mises en place, données par la Fédération de l'habillement. Ce n'est pas prévu par un texte. Donc, ça permet aussi de laisser la possibilité de l'essayage pour des commerces de proximité. C'est quand même un geste commercial fort, mais en tout cas, ça ne figure pas dans la réglementation. Oui, ça montre bien que chaque domaine spécifique, il y a des fédérations qui sont en train de voir comment on peut adapter les mesures d'hygiène. C'est sûr que chaque produit, chaque secteur est différent. Oui. Ça montre aussi les fiches métiers qu'on trouve sur le site du ministère du Travail, hein, qui distingue dans plein de domaines. Il y a plein de fiches. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. On a une autre question. Bonjour. Si les clients se désinfectent les mains à l'entrée, peuvent-ils toucher les objets sans les mettre en quarantaine? Alors là, c'est un peu compliqué parce que vous imaginez bien. Donc, même si vous faites désinfecter vos clients à l'entrée du magasin, si vous avez un client qui après va se toucher le visage, va éternuer ou voilà, entre le moment où il est entré dans le magasin et le moment où il va toucher l'objet, vous ne pouvez pas garantir pour le client suivant que cet objet a été désinfecté. Donc, selon l'objet qui va être amené à toucher, est-ce qu'il est possible, si vous les laissez toucher, parce qu'encore une fois, vous pouvez interdire à votre client de toucher les produits, ce n'est pas une obligation de les laisser toucher. Hein. Donc, est-ce qu'il est possible à ce moment-là d'avoir un présentoir où ils peuvent essayer les choses ou les toucher et se désinfecter les mains ou désinfecter l'objet. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas garantir, c'est juste là aussi des conseils pratiques en fait. Alors, on a une autre question. Doit-on faire signer une attestation aux salariés à la reprise qui confirme la connaissance des gestes barrières et le kit sanitaire donné par l'employeur? Je n'ai pas entendu le début de la question. En fait. Ah, pardon. Doit-on faire signer une attestation aux salariés à la reprise qui confirme la connaissance des gestes barrières et le kit sanitaire donné par l'employeur? Alors, ce n'est pas une obligation de le faire. Maintenant, vous pourriez mettre à jour ou élaborer, si vous n'en avez pas encore un, ou mettre à jour votre règlement intérieur et le porter à la connaissance de tous les salariés ou leur demander de le signer.
Ça, c'est une possibilité qui vous est offerte par le biais du règlement intérieur qui pourrait reprendre toutes les consignes transmises par l'employeur pour que vous soyez sûr effectivement que le salarié en ait eu connaissance, en ait pris connaissance. Alors, on a une autre question. Est-ce que l'employeur peut imposer l'effacement des vacances restantes jusqu'au 31 mai? Alors, il y a eu des dispositions particulières effectivement pour les prises de congés. Maintenant, là, je ne peux pas vous répondre spontanément. J'aurais peur de vous dire une bêtise. Il faut que je fasse une recherche dans les derniers textes qui ont été publiés en matière du droit du travail, hein. Mais là, du coup, je vous demanderai éventuellement de nous poser la question par mail sur la boîte mail du juridique alsace-cci.fr pour qu'on évite d'oublier cette question et qu'on puisse avoir le temps de procéder aux recherches pour vous donner l'information la plus juste. Alors, qu'est-ce que j'ai là encore? Certains objets ou vêtements peuvent avoir une grande valeur. Nous n'avons qu'une pièce par taille ou parfois une seule pièce. C'est pour la question des désinfectants, je pense. Comment il faut faire? Est-ce qu'on peut imaginer... Une grande valeur, à ce moment-là, la seule possibilité... C'est la question de la quarantaine, madame. Oui, la question de la quarantaine. Mais à ce moment-là, effectivement, la seule possibilité, c'est la mise en quarantaine si vous permettez l'essayage. Mais là encore, c'est des recommandations. Hein. Si je ne peux pas permettre l'essayage, c'est pas la peine que j'ouvre, hein, on est d'accord. Donc, Après, c'est des recommandations qui sont là pour vous aider. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir assurer ces recommandations, il est vrai qu'il faut se poser la question de l'ouverture ou pas et en fonction de est-ce que ces recommandations sont obligatoires ou pas. Il y a un protocole qui est en train d'être discuté, enfin, qui a été soumis au gouvernement par la Fédération de l'habillement. Il faudra voir la valeur de ce protocole aussi. À ma connaissance, il n'a pas encore été agréé. Alors, Luc, je ne sais pas si tu as des informations. Non, c'est juste, il n'a pas encore été publié. Voilà, donc il faudra attendre qu'il soit publié peut-être pour voir la valeur après de ce protocole et de quelle manière vous sont imposées les choses. Et le risque que vous avez derrière d'être attaqué par un client qui aurait pu essayer un produit et être contaminé. Après, il faut encore qu'il puisse le prouver. En tout cas de cause, j'ai discuté avec le service de la protection par le santé et par le travail. C'est une association sur Colmar. Oui. Qui m'a dit que quand on fait essayer un produit à un client, une fois qu'on l'a essayé, il est mis donc en quarantaine, si le client ne le prend pas. Et une fois qu'on l'a mis en quarantaine, il faudra le mettre dans un espace dédié et ensuite ne plus le toucher pendant 24 heures. Voilà. Et nous, vendeurs qui avons vendu le produit, une fois qu'il a été touché, qu'on l'a mis en quarantaine, il faut bien sûr se laver les mains ou se désinfecter. Bien sûr. Voilà. Et dans les grandes surfaces, quand ils vendent des vêtements, ils font comment? Mais dans les grandes surfaces, quand je vais dans les grandes surfaces, les solutions ne sont pas les mêmes. Les protocoles ne sont pas les mêmes. On se mord la queue, quoi. Après, c'est ce que vous aviez avant. Pour le moment, ce sont des recommandations, ce n'est pas la réglementation, ce n'est pas un texte de loi. Aujourd'hui, il n'y a pas eu un décret qui dit, ben voilà, pour le commerce d'habillement, l'essayage est interdit ou l'essayage doit respecter ces normes-là. Ce sont des normes qui vous permettent aussi, vous, en tant que chef d'entreprise, de vous protéger en cas de recours contre vous aussi. Parce que le risque que vous avez, c'est soit un salarié qui peut être contaminé, on va considérer que vous n'avez pas mis suffisamment en place des mesures, des consignes de sécurité pour protéger votre salarié, soit un client qui pourrait être contaminé parce que vous n'avez pas respecté non plus ce passage en quarantaine, les règles d'hygiène minimum à respecter. C'est pour ça qu'il faut attendre que ce protocole soit validé par le gouvernement pour voir après quelle force il aura auprès de vous. Est-ce qu'il s'imposera à vous et auquel cas il pourra s'imposer aussi aux grandes surfaces dans leur rayon habillement, ou est-ce que ce ne seront que des recommandations et que ça n'aura pas d'impact négatif, enfin, on ne pourra pas vous les imposer en fait, et que vous resterez libre de pouvoir organiser en fonction de votre activité, en fonction du mode d'aménagement de votre local, vos ventes de produits. Mais la question de l'essayage, c'est sûr que c'est une problématique qui est vraiment présente et qu'il faut surveiller de près. Vous comprenez bien que je suis prêt à me battre et je suis prêt à ouvrir dès le 11 mai, mais bien sûr. Il y a plein de questions à laquelle on n'a pas de réponse, et la réponse, nous la font maintenant. Mais maintenant, nous sommes le 7 mai, demain c'est férié, samedi c'est férié, dimanche c'est férié, et lundi on ouvre.
Donc voilà en fait l'angoisse, hein, en fait, que je Oui, bien sûr, mais on la comprend. Et que vous pouvez faire remonter un peu plus haut. Merci. Oui. Voilà. Il n'y a pas de souci, on la fera remonter, on la comprend pleinement. On suit continuellement, même heure par heure, les dernières évolutions pour voir justement si on peut compléter. En tout cas, surveillez le site de la Fédération de l'habillement pour voir où Luc, de toute façon, mettra des choses sur la page Facebook aussi, quasiment en direct, mais suivez de près cette fédération, le site, pour voir si le protocole est agréé ou pas. Aujourd'hui, il ne l'est pas encore. Donc, pour le moment, ce ne sont que des recommandations. D'accord. Mais aussi pour vous protéger, vous. Alors, on a une autre question. Le droit de retrait ne peut s'appliquer que si l'employeur n'a pas fourni le matériel nécessaire à se protéger. Est-ce que c'est bien cela? Oui, alors si l'employeur n'a pas fourni le matériel nécessaire pour se protéger et éventuellement aménager le lieu de travail aussi pour protéger. Donc le matériel, c'est entendu dans un sens large en fait, hein. Donc effectivement, permettre de se désinfecter les mains, les règles de distanciation qui doivent être respectées, le masque, si on ne peut pas éviter d'être à moins d'un mètre d'un client par exemple, voire le masque tout court dès qu'on est en relation avec le public. Mais effectivement, si l'employeur met en place toutes ces règles, ces consignes de sécurité et informe le salarié pour que lui-même en ait connaissance et puisse les appliquer, le droit de retrait n'est pas légitime. Alors, là aussi, une question intéressante. Doit-on faire signer une attestation aux salariés pour leur faire certifier qu'ils ne font pas partie des personnes à risque? Nous ne sommes pas forcément au courant de toutes leurs pathologies. Alors, vous voulez dire, je pense que vous parlez des salariés qui ont des pathologies spécifiques. Ouais, je pense vulnérables. Ouais. Oui, voilà, des personnes vulnérables. Ça peut être du diabète, ça peut être autre chose. Enfin, voilà. Je pense que ça va à l'encontre du secret médical. Ça me paraît difficile de leur demander de signer une attestation. D'autant plus, en fait, il y va de leur propre responsabilité. C'est-à-dire que si eux, ils se mettent en danger alors qu'ils ont une pathologie et qu'ils n'ont pas été mis en arrêt de travail ou qu'ils n'ont pas respecté l'arrêt de travail qui était recommandé, c'est de leur propre responsabilité. L'employeur, là, n'a pas mis en danger son salarié s'il n'avait pas connaissance de la pathologie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas, enfin, à mon avis, et au vu des discussions qu'il y a actuellement justement sur le secret médical, avec la surveillance des gens qui pourraient être contaminés ou des gens qui étaient en contact avec des personnes contaminées, je pense que là, vous prenez un risque en leur demandant de vous donner cette information-là. Après, il faut les sensibiliser de manière générale, ne pas les viser en disant, ben voilà, pour les salariés, si vous avez des pathologies particulières qui figurent dans la liste gouvernementale, vous transmettez cette liste qui a été publiée par le Haut Conseil de la santé publique. Si vous êtes dans ces cas de figure-là, revenez vers moi pour qu'on puisse voir de quelle manière on peut vous mettre en activité partielle. Ou, voilà. Je pense que c'est comme ça que vous pouvez informer les salariés. Mais après, c'est à eux de revenir vers vous et vous ne pouvez pas les obliger à vous dévoiler une pathologie. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'autres questions. Bonjour, moi j'avais une question encore. Alors. D'abord, je voulais dire que je partageais l'angoisse de Monsieur Wimbert. Moi, je suis dans la profession de l'esthétique et les fiches métiers n'ont toujours pas été publiées non plus. Donc, on est censé réouvrir comme tous les commerces le 11 et on n'a absolument aucune directive. Pareil, sur un secteur d'activité aussi où on est extrêmement en contact avec les clients. Donc, moi, j'ai pris la décision de ne pas réouvrir le 11 parce que ne connaissant pas précisément les règles, je ne vais pas mettre en danger ni les clients ni mes employés. Mais c'est vrai que c'est une angoisse. Tous les jours d'attendre que cette fiche soit enfin publiée, c'est assez problématique. Alors maintenant, ma question concernait, alors j'ai certaines, évidemment, dans l'esthétique, la plupart de mes salariés sont des femmes, d'ailleurs toutes, et certaines sont mamans, et certaines déjà commencent à me dire que très probablement, elles souhaiteraient rester à la maison après le 2 juin, parce que les écoles, il y a de fortes chances qu'elles ne réouvrent pas. Et même si elles réouvrent, elles ne
comptent pas forcément y mettre leurs enfants. Donc, je sais que jusqu'à fin mai, début juin, donc je peux les mettre en chômage partiel si elles souhaitent rester à la maison. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire après le 2 juin, en fait. Est-ce qu'elles doivent se mettre en maladie voilà, quelle est la règle? Alors, pour le moment, on n'a pas encore d'informations. On sait que l'activité partielle est reconduite jusqu'au 2 juin. Pour la suite, il faut attendre encore un petit peu. Peut-être qu'il y aura des choses dites cet après-midi. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas encore cette information-là. Donc, vous ne pouvez pas compter sur l'activité partielle après le 2 juin, puisqu'on ne sait pas du tout si ça sera prorogé ou pas, en fait. D'accord. Donc là, pour le moment, la seule possibilité serait effectivement des arrêts de travail fournis par le médecin, et encore, sur le motif, on n'est pas du tout sûr que ça soit accepté par l'assurance maladie, en fait. Hein, parce que c'est pas un motif de maladie. Hein, donc, le médecin pourrait être en droit de refuser de faire un tel arrêt de travail après le 2 juin. Donc là, il faut attendre. Là, vous ne pouvez pas leur apporter de réponse aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, et Luc il précise aussi qu'effectivement, pour la coiffure, il n'y a pas non plus de fiche officielle. Non, pas encore. Oui, c'est pareil, on est main dans la main avec la coiffure. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là encore? Le Covid, tout le commerce devrait être fermé. Combien de temps? Excusez-moi, le début de la question est un peu plus haut, au-dessus de Madame Prudhomme. Bonjour. Bonjour, si un de nos salariés, ou bien nous-mêmes, hein, on s'aperçoit qu'on est en contact avec quelqu'un qui a développé le Covid, qu'est-ce qu'il en sera? Tout le commerce est fermé, tout s'arrête là complètement? Alors, si vous avez un salarié, alors sur le site du gouvernement et notamment sur les fiches conseils aussi, je crois que ça figure le cas de contamination par un salarié. En tout cas, ça figure sur le site travail.gouv.fr. Si vous avez un salarié où il y a une suspicion de Covid, effectivement, il faudra effectivement nettoyer le bureau où se trouvait ce salarié ou l'emplacement ou le commerce éventuellement, hein, s'il a été amené à bouger. S'il a été amené à toucher les produits et effectivement les mettre aussi en quarantaine, ça ne veut pas dire une fermeture pendant une longue période du commerce, mais en tout cas le temps de pouvoir le désinfecter, ça c'est évident. Ne serait-ce que par rapport aux autres salariés en fait. Hein. Parce que sinon vous prenez le risque de mettre en danger les autres salariés. Il n'était pas question justement d'un confinement obligatoire de toutes les personnes en contact avec quelqu'un qui a développé le Covid, que ce soit en interne ou pas, avec leur brigade de sanitaire. Oui, alors aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Je pense qu'il faut encore attendre un petit peu et attendre cet après-midi, notamment sur ce que va être dit par le Premier ministre par rapport à ces brigades sanitaires, ce confinement, est-ce qu'il sera obligatoire, la mise en quarantaine obligatoire des personnes qui ont été en contact ou pas. C'est pas très compatible avec une reprise d'activité parce que à ce moment-là, le rayon est beaucoup trop large après. Voilà, voilà, tout à fait. Donc il faut voir comment ils vont combiner l'aspect consommateur particulier en fait et l'aspect travail, reprise d'activité. Mais en tout cas, ça me semble pas très compatible. Donc il faut peut-être attendre cet après-midi. Je pense que des choses seront reprécisées sur le déconfinement, en tout cas par le Premier ministre. Oui, merci. C'est ce qu'on vous disait en début d'intervention, hein, les choses évoluent aussi tout le temps, heure par heure, jour par jour. Donc, on essaie de vous tenir au fait de l'actualité la plus récente, mais après, on est aussi tributaire en fait des informations qui vont être publiées ou pas par le gouvernement. Oui, mais là, on met tout en œuvre. Enfin, là, tout le monde est en train de mettre en œuvre ce qu'on peut faire. On a une obligation de moyens, mais c'est carrément pas tenable. C'est pas réalisable. Enfin, c'est compliqué, c'est clair. Ça rajoute énormément d'angoisse. Déjà, la situation économique n'est pas facile. Et puis là, maintenant, toute la responsabilité nous incombe. Enfin, c'est vraiment difficile. Oui. Oui, tout à fait. On en a bien conscience. On traite vos questions depuis 2 mois. On est à vos côtés et on sait bien que c'est très anxiogène comme situation. Ça l'est aussi pour nous, hein, en tant que salariés et en tant que personne. Donc, on en a tout à fait conscience. C'est pour ça. Après, il faut mesurer aussi si c'est possible de réouvrir le commerce dès la semaine prochaine ou pas, en fonction aussi du nombre de salariés présents, de la réglementation à mettre en place,
L'activité partielle est encore valable. Donc, on ne vous dit pas à partir du 11 mai, vous avez le droit de rouvrir, du coup, vous ne pouvez plus bénéficier de l'activité partielle. Ce n'est pas du tout ça. Donc, votre chiffre d'affaires ne sera pas aussi fort qu'il aurait dû l'être pour un mois de mai. Donc, les dispositifs de soutien peuvent être aussi amenés à perdurer. Donc, c'est trouver un équilibre entre la nécessité de réouvrir ou pas, la possibilité de réouvrir ou pas, et les mesures de soutien qui sont encore à votre disposition aujourd'hui. Oui, mais bon, ça ne fait pas tout. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais comme dit, ce n'est pas suffisant. Voilà, il y a un gouffre entre les principes que l'on peut comprendre également et la réalité de l'économie, quoi. C'est voilà. Mais bon. Là, on est tous concernés, chacun. Tout à fait. Voilà. Merci de votre implication. Merci. Je vous en prie. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de... Il n'y a plus de questions. Juste quelqu'un qui dit effectivement, c'est la remarque du président du Sénat concernant la responsabilité du chef d'entreprise. Oui, c'est sûr. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour un commerçant. En tout cas, s'il n'y en a pas d'autres questions, en tout cas, ça ne veut pas dire que ça s'arrête ici, parce que vous pouvez toujours nous contacter par notre adresse mail, juridique en singulier @alsace.cci.fr. Vous nous faites un mail, on vous répond, on regarde ce qu'on trouve comme information. En tout cas, un très très grand merci à Jean-Marc Kolb qui a géré le webinaire, les inscriptions, le tourner les pages de PowerPoint et tout. Et merci à Luc aussi pour la présentation de la direction commerce qui a bien montré aussi ce que vous faites. En tout cas, un merci à tout le monde que vous étiez là aujourd'hui pour notre premier webinaire. Peut-être on se retrouve pour les autres parce que je pense que tous les sujets qui vont venir concernent aussi vous en tant que commerçant. Hein. Si c'est l'histoire de cas force majeure, les contrats, le problème du bail commercial, surtout, ou est-ce qu'il y a un autre litige, je vous dis, tiens, je veux passer par une médiation parce que actuellement avec les tribunaux, voilà, on est bloqué. N'hésitez pas et on espère à la prochaine fois. Et on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt parce qu'il y avait beaucoup de questions, ça nous fait plaisir. En tout cas, aussi merci à Élise, voilà, qui a fait la grande partie de présentation. Et on vous souhaite une super journée. Vous trouvez encore une fois un replay notre vidéo pour reprendre encore une fois nos informations. Et quelqu'un me demande, ah oui, les webinaires, effectivement, le webinaire de cas force majeure contre le 14 mai, c'est à 11h. On va le faire toujours à 11h. Pareil, le 20 mai, c'est à 11h, ça concerne la médiation. Voilà, en fait, on va programmer toujours les jeudis à 11h, sauf si c'est un jour férié. Voilà, comme ça, vous pouvez déjà noter les dates. Et merci beaucoup. Et peut-être à bientôt. Voilà. Merci, au revoir et bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Au revoir. Au revoir.